Scranton, en Pennsylvanie, est une ville moyenne de la côte est américaine dont personne n'avait entendu parler avant le succès dans les années 2000 de la version américaine de la série humoristique anglaise The Office qui suit le quotidien des employés de la filiale de Scranton, justement, de Dunder Mifflin, une entreprise de papier. Mais les amateurs de metalcore la connaissent peut-être pour une autre raison. Car c'est à Scranton que s'est formé Motionless in White sur l'impulsion d'un homme, un certain Christopher Thomas Cerulli. Dans cette vidéo, je vais vous raconter le parcours surprenant et riche en anecdotes très croustillantes, on va pas se le cacher, de ce groupe qui a pendant des années sillonné les États-Unis en van, en jouant devant seulement quelques dizaines de personnes, pour aujourd'hui faire partie des poids lourds de la scène métal. À la fin de la vidéo précédente, je vous avais prévenu, je vous avais dit que sur celle-ci, j'allais me faire kiffer. Eh bien, nous y voilà. Je vous fais une vidéo sur Motionless in White, qui est le groupe sur lequel j'obsède depuis un moment. Je pense qu'on peut à peu près dire que c'est mon groupe préféré. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nelly. Ici, je poste des vidéos d'affaires criminelles en général, mais parfois également de biographies de groupes lorsque j'estime qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Et c'est le cas aujourd'hui. Je poste 2 vidéos par mois sur cette chaîne. Et si ça vous intéresse, eh bien écoutez, libre à vous de nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner. Christopher Thomas Cerulli, dit Chris Cerulli, est né à Scranton le 17 octobre 1986 au sein d'une famille italo-américaine de classe moyenne et a connu une enfance plutôt normale auprès de ses parents, de sa sœur Jennifer et de son frère Nick. Malheureusement, le quotidien était émaillé des disputes fréquentes du couple Cerulli qui finit par se séparer lorsque Chris est encore un petit garçon. Lorsqu'il est enfant, son père et son grand-père tentent de lui transmettre leur passion pour le rock, mais à cette époque, la musique ne l'intéresse absolument pas. Il préfère les jeux vidéo ou sortir dehors faire du vélo ou du baseball avec ses copains. Mais lorsqu'il a 10 ans, Chris entre pour la première fois en contact avec le métal en voyant à la télévision le clip d'Enter Sandman de Metallica. Et ça provoque en lui un déclic. À partir de ce moment, il laisse complètement tomber les jeux vidéo et le sport, et chaque minute de son temps libre est consacrée à apprendre à jouer de la musique sur la guitare offerte par son grand-père. Un peu plus tard, il décide d'apprendre à jouer de la batterie et parvient à s'en faire offrir une à Noël par ses parents après les avoir suppliés pendant des mois. Chris Cerulli se met alors en tête de rejoindre un groupe, mais au lycée Pitson Area de Yatesville qu'il fréquente, aucun autre jeune musicien ne partage ses goûts pour la musique agressive et sombre de ses groupes préférés, comme The Misfits, AFI ou encore la scène metalcore d'Orange County avec des groupes comme Bleeding Through, 18 Visions et Avenged Sevenfold. En réalité, le seul groupe de son lycée qui cherche un batteur joue des reprises pop-punk de groupes comme New Found Glory, Blink-182 ou Green Day. Chris n'est pas vraiment emballé, mais il va s'en contenter parce que ce qui compte pour lui, c'est de jouer de la musique, quitte à faire quelques petits compromis stylistiques en attendant de trouver des musiciens qui partagent sa vision. Lorsqu'il est en 3e, son groupe s'inscrit au concours de talent du lycée, mais il y a un problème, ils n'ont pas de chanteur. Alors en attendant d'en trouver un, Chris se met à chanter tout en jouant de la batterie. Mais il ne compte absolument pas devenir chanteur, la batterie ça lui convient très bien parce que ça lui permet d'évacuer son énergie et d'exprimer sa personnalité tout en restant un petit peu en retrait, caché derrière l'instrument. Mais le jour du concours arrive, ils n'ont toujours pas de chanteur. Chris est alors contraint de se trouver un remplaçant à la batterie et il donne son premier concert en tant que frontman. Et là, c'est comme une révélation à nouveau. Le gamin un peu geek et timide se transforme en bête de scène et chanter devant un public lui procure une sensation dont il ne compte plus jamais se passer. En 2002, Chris rejoint un autre groupe de son lycée, un groupe avec un nom original, New Car Smells, qui veut dire l'odeur des voitures neuves. C'est également un groupe de reprises pop-punk et Chris ne se sent pas hyper à l'aise, il détonne un peu avec son look gothique et son maquillage et il continue de chercher des musiciens qui ont la même vision que lui. Et c'est chose faite, en 2004, lors de sa dernière année de lycée, Chris trouve enfin ses pairs, des musiciens qui ont envie de jouer un post-hardcore agressif dans la lignée de Poison the Well, IMSA ou Norma Jean. Il s'agit du batteur Angelo Parente, lui aussi d'origine italienne d'ailleurs, du guitariste Frank Palumbo et du bassiste Kyle White.
Chris s'occupe alors du chant, mais reprend aussi la guitare rythmique. Il n'assume pas encore complètement son rôle de frontman et cherche à maintenir une petite barrière entre lui et le public. Sous cette formation, il donne quelques petits concerts dans des foires locales sous les noms One Way Ticket et When Breathing Stops. Des noms qui signifient respectivement aller sans retour et quand la respiration s'arrête. Vous aurez compris qu'on s'éloigne progressivement du pop-punk pour aller vers des choses un petit peu plus sombres. Lors du jour de l'an 2005, ils choisissent leur nom définitif, Motionless in White, en référence à la chanson Motionless and White du groupe de post-hardcore californien 18 Visions. Ils choisissent également de s'inspirer de l'aspect très visuel de ce groupe, très spectacle total avec leur maquillage et leur tenue très travaillée, dont ils ne se départiront jamais. Ils arborent alors le look emo avec la grande mèche lissée qui couvre la moitié du visage, les skinny jeans achetés au rayon femmes, très serrés donc, de multiples piercings, de gros écarteurs aux oreilles, de l'eyeliner et une multitude de tatouages très colorés. D'ailleurs, Chris a une anecdote à ce sujet. Désireux d'arborer le plus de tatouages visibles possible, il avait déjà une manchette, mais rapidement, il commence à se faire tatouer les phalanges des mains. Il choisit un peu par hasard les mots « kiss kiss », puis très rapidement décide d'attaquer la seconde rangée de phalanges en y faisant inscrire les mots « Lost Boys », en référence à un de ses films préférés. Et c'est son père qui lui fera remarquer qu'il a sur une des mains l'inscription « Kiss Boys », donc embrasser des garçons, ce qui est un petit peu embarrassant pour Chris parce que son père à l'époque se posait déjà des questions sur sa sexualité à cause de son look androgyne. Et à partir de ce moment, Chris Cerulli commence à se faire appeler Chris Motionless, ce qui en dit long sur l'attachement du jeune homme à son projet et sur les ambitions qui sont les siennes. Toujours en 2005, Motionless in White enregistre une démo 3 titres autoproduite et recrute de nouveaux membres. Le clavier Josh Bowles, Michael Constanza qui remplace Frank Palumbo à la guitare pendant que celui-ci part à la basse et TJ Bell qui prend en charge la guitare rythmique, laissant enfin Chris au seul chant où il pourra pleinement exprimer son potentiel et sa personnalité. Chris est un chanteur très versatile et complet qui alterne hurlements stridents et créaturesques typiques du deathcore, growls metal et chant clair avec des notes hautes tenues. Dans les débuts du groupe, il détestait le chant clair et était souvent faux en live sur ces parties-là. Alors que les hurlements, il n'y avait pas de problème. Mais ça se sentait qu'il souffrait de devoir effectuer ces parties-là et il se reposait beaucoup sur les autres membres du groupe qui ont dû commencer à apprendre à gérer les chœurs. Ça permettait en effet à Chris de reprendre son souffle, de respirer un petit peu, mais en fait ça apportait également beaucoup à la musique. Ça conférait beaucoup de puissance et un côté un peu épique. Bon, rassurez-vous, depuis, Chris a travaillé sur sa technique, il n'a plus de problème de justesse en concert et il prend du plaisir à effectuer les parties de chant clair. Chris Motionless est absolument déterminé à faire percer son groupe et son enthousiasme est contagieux. Régulièrement, tout le groupe se retrouve dans sa maison de Scranton où il a déplié une grande carte des États-Unis sur la table du salon dont ils se servent pour tracer l'itinéraire de leur tournée. Ils profitent du succès que rencontrait MySpace à l'époque pour faire leur promotion et trouver des petites salles qui voulaient bien les faire jouer. Les voilà alors en train d'écumer les petits clubs de la région à bord du minivan du batteur Angelo, se relayant au volant et dormant sur des petites couchettes bricolées tellement minuscules qu'elles ressemblent à des cercueils. Parfois, ils ont la chance de pouvoir dormir dans des vrais lits lorsqu'un fan sur MySpace leur propose de les accueillir chez lui. Et à cette époque, il pouvait effectuer une tournée entière en jouant devant 25 personnes maximum. Et ce, en comptant les musiciens avec qui il partageait l'affiche. Mais il donne tout à chaque performance, peu importe le nombre de spectateurs. Là où d'autres groupes jettent l'éponge, eh bien eux, ils s'accrochent et ils vont même jusqu'à s'endetter en payant la nourriture et l'essence juste pour pouvoir continuer de donner des concerts. Et il faut savoir que Motionless in White ne mène absolument pas la vie qu'on pourrait imaginer d'un groupe de mecs de 18-20 ans qui jouent du métal et qui partent en tournée. Car deux des membres du groupe, à savoir Chris Motionless et Josh Bowles, sont vegan et straight edge.
Ça veut dire qu'ils ne consomment aucun produit issu de l'exploitation animale et qu'ils ont banni de leur vie toutes les substances toxiques comme la nicotine, l'alcool et toutes les drogues évidemment. À noter que contrairement à beaucoup de gens qui adoptent ce mode de vie, ils ne sont pas d'anciens addicts, ils n'ont juste jamais éprouvé d'intérêt pour la consommation de substances qui altèrent l'esprit. Ils ne forcent cependant pas ce mode de vie sur les autres membres du groupe, certains sont même de très gros fumeurs et il peut leur arriver de boire de l'alcool, mais jamais avec outrance. Le groupe est d'ailleurs connu pour être un petit peu reclus en tournée. Ils se tiennent à l'écart des fêtes, ils fréquentent assez peu les autres groupes et se tiennent globalement à l'écart de tous les excès. Il se dit que Chris Motionless s'est toujours comporté un petit peu en papa, en chaperon avec les autres membres du groupe. Il était très protecteur envers sa vision, son projet. Il n'aurait jamais laissé des comportements de rockstar le mettre en péril. Certains le trouvent parfois un petit peu autoritaire et contrôlant, mais au fond d'eux, ils savent que c'est pour le bien du groupe. Et ils peuvent constater que cette discipline, faite de travail, de détermination et de sérieux, est en train de commencer à payer. Car en 2007, Motionless in White donne son premier concert important en faisant la première partie de Senses Fail, un groupe de post-hardcore du New Jersey. Pendant des semaines, Chris avait appelé tous les jours le promoteur en charge de l'événement jusqu'à ce qu'il craque et accepte de les faire jouer. Et il a bien fait, car c'est lors de cette performance qu'ils se font repérer par Zach Neal, qui les signe sur son label Masquerade Recordings et leur fait enregistrer un premier EP, The Warhor, puis un second en 2008, When Love Met Destruction. Cette sortie est accompagnée par leur premier clip, celui du morceau Ghost in the Mirror. Et à cette époque, ils parviennent à rejoindre l'affiche du plus gros festival de post-hardcore, le Vans Warped Tour. Et ce tour de force leur permet de signer sur un label plus important, Fearless Records. À cette époque, quand les choses commencent à devenir un petit peu sérieuses pour le groupe, le guitariste Michael Constanza préfère quitter le groupe à la demande de sa petite amie et est remplacé par un ami de longue date de Chris, un certain Ryan Sitkowski. Ryan est un guitariste doué et passionné, un jeune skater qui jusque-là les aidait avec le merch, ce genre de choses. Mais il est loin de partager leur goût pour les tenues très excentriques et il doit subir ce que j'appelle un relooking motionless et il est encore aujourd'hui celui qui rechigne le plus à arborer un look très androgyne. L'année suivante, en 2009, alors que le groupe était en tournée à l'autre bout du pays, Chris rencontre pour la première fois un jeune homme avec qui il avait déjà discuté quelques fois sur MySpace, un certain Ricky Olson, originaire de Bellevue, une banlieue chic de Seattle. Et contrairement à Ryan, il partage le goût de Chris pour les groupes à l'imagerie très sombre et étudiée. En particulier de Him, les inventeurs du love metal, et de son chanteur Willy Vallo, avec lequel il cultivera par la suite une certaine ressemblance. Après le concert, Ricky leur propose de dormir chez lui plutôt que dans le van, ce qu'ils acceptent volontiers. Et durant toute la soirée, Chris et le guitariste TJ taquinent le jeune homme sur son look très étudié, lui disant qu'il est encore plus stylé qu'eux et qu'il devrait rejoindre le groupe. Il se trouve que Ricky est guitariste, mais le line-up est complet, donc il préfère prendre ça à la rigolade. Mais lorsqu'en octobre 2009, le bassiste Frank Palumbo décide de quitter le groupe suite à des divergences artistiques, c'est vers Ricky que Chris se tourne. Le jeune homme de 20 ans, qui suivait alors des études en vidéo et comptait s'installer à Los Angeles pour travailler dans l'industrie du cinéma, quitte alors tout à Seattle pour aller s'installer en Pennsylvanie, à Scranton. Dans un premier temps, il s'installe dans une grande maison où vivent quasiment tous les membres du groupe. Et Chris aime raconter une petite blague sur cette période. Il explique que pendant un moment, ils se sont demandé s'ils allaient violer et tuer le jeune homme isolé des siens en se posant des questions sur l'ordre à adopter. Puis finalement, ils se sont dit qu'il était plus utile au groupe sur scène et lui ont laissé la vie sauve. Ricky Olson, qui se fait alors appeler Ricky Horror, devient un pilier du groupe, en quelque sorte le bras droit de Chris Motionless, avec lequel il compose la plupart des morceaux. Et il s'occupe aussi des nombreux chœurs, criés ou chantés, mais ça surtout grâce aux encouragements et à l'impulsion de Chris Motionless, parce que Ricky n'a pas vraiment confiance en son chant. Les fans, pourtant, disent qu'il a, je cite, la voix d'un ange et réclament constamment qu'on augmente la puissance de son micro sur scène pour mieux l'entendre. These words you speak are pretending. I take back all the lies against you.
Voilà, le groupe a trouvé son premier line-up solide et peut passer à l'étape suivante de sa carrière, la composition d'un premier album. Creatures, le premier album de Motionless in White, sort en 2010 et est dédié aux fans qui sont incités à envoyer leurs propres suggestions de paroles qui sont utilisées pour le morceau éponyme. Creatures, créature donc, est d'ailleurs le nom donné par Motionless in White à ses fans, un petit peu à l'image de Slipknot qui appelle les siens les maggots, les vermines. Musicalement, ce premier album est dans le prolongement de leur second EP When Love Met Destruction, avec cette signature qui leur est propre et commence à séduire des fans de plus en plus nombreux, à savoir des couplets hurlés très agressifs, des breakdowns brutaux, qui contraste avec des lignes de chant clair aux notes hautes tenues très catchy et à la vibe très émo sur les refrains. L'utilisation du clavier ajoute des sonorités gothiques. Celui qui en joue, Josh Bowles, est d'ailleurs fan de Cradle of Filth et ça s'entend. Et ça permet au groupe de se distinguer sur la scène metalcore de l'époque où les groupes avaient tendance à utiliser le clavier plutôt pour ajouter des sonorités dance pop. Les paroles sont pour la plupart très violentes et revanchardes, pleine d'une rage typiquement adolescente et parée d'une sorte d'aura un peu sexy et vampirique. Il y est beaucoup question de peine de cœur, d'introspection, de lutte intérieure, ainsi que de la destruction des ennemis, qu'il s'agisse de détracteurs, de groupes rivaux, d'anciennes petites amies ou d'amis s'étant rendus coupables de trahison. Ces thèmes sont très courants dans ce sous-genre musical, mais Motionless in White sait y apporter sa touche sombre et gothique, un peu horrifique, très halloweenesque, qui les fait clairement sortir du lot. Et sur le morceau Scissor Hands, Chris inaugure un gimmick qui, même s'il ne l'a pas inventé, constitue une marque de fabrique du groupe. L'utilisation du fameux blah typique du metalcore, une manière d'exprimer son agressivité au maximum lorsque les mots manquent. Les détracteurs l'accusent de l'utiliser à outrance et que ça en devient ridicule. Quant aux fans, ils estiment que Chris Motionless est le roi du bleh. Avec la sortie de leur premier album, le groupe cherche à se démarquer musicalement, comme je vous ai dit plus tôt, mais aussi visuellement. Niveau look, ils sont passés au cran supérieur, recouvrant leurs tatouages de peinture noire et ajoutant à leur tenue emo beaucoup de cuir, de vinyle et d'accessoires métalliques, rappelant l'univers BDSM. Ils sont souvent qualifiés par ceux qui se moquent un peu d'eux de mall goth, c'est-à-dire gothique de centres commerciaux, ou de Hot Topic Goth en référence à la chaîne de magasins américaine Hot Topic qui est spécialisée dans les vêtements dans le style alternatif. On les met en opposition au gothique traditionnel en les accusant de se contenter de porter des panoplies toutes faites qu'ils trouvent dans les magasins sans rien y connaître à la culture goth. Les membres du groupe sont également la cible de moqueries virulentes et d'attaques homophobes en raison de leur look androgyne et ils ne se laissent pas faire, du coup il y a souvent des bagarres. En une occasion, lors d'un concert, le clavier Josh Bowles, en entendant un des membres de l'audience le traiter de « vous savez quoi », s'est emparé d'une bannière décorative munie d'un espèce de piquet métallique et descendu de scène et s'est mis à frapper le fauteur de trouble avec. Bowles se fera ce jour-là sortir de son propre concert. D'ailleurs, cette idée d'être différent, un peu seul contre tous, est un des thèmes centraux des paroles du groupe. Il se veut tendre la main à tous les exclus, tous les jeunes ou moins jeunes qui ne trouvent pas forcément leur place dans la société en raison de leurs différences ou de leurs luttes internes. Les membres de Motionless in White, et en particulier le frontman Chris Motionless, en hurlant des messages d'acceptation de soi, se veut être leur représentant, leur voix. Dans le clip d'Immaculate Misconception, Chris se fait crucifier tel Jésus-Christ, dénonçant par là l'hypocrisie des religions qui prônent des valeurs que les dirigeants et les fidèles les plus véhéments ne s'appliquent parfois même pas à eux-mêmes. Ce rejet des religions organisées et des normes sociétales de manière globale vaudra au groupe de souvent se faire comparer à Marilyn Manson, voire même d'être accusé de le copier. La ressemblance de Chris Motionless avec ce dernier y est sans doute pour quelque chose. Creatures connaît un relatif succès, se classant sur le bas du Billboard 200, ce qui pour un groupe de métal est tout à fait honorable.
Et les mois passant, au fil des tournées, le groupe se constitue une fanbase solide et dévouée. C'est d'ailleurs à cette époque que le groupe quitte enfin son mode de vie précaire en tournée et troque le van d'Angelo pour un vrai bus de tournée et des nuits à l'hôtel. Mais en mai 2011, TJ Bell, qui s'occupait depuis les débuts du groupe de la guitare rythmique, est renvoyé. Il est accusé d'avoir abandonné le groupe en pleine tournée pour aller effectuer un remplacement à la basse pour un autre groupe de post-hardcore, Escape the Fate. D'ailleurs, on reviendra sur un autre ex-membre de ce groupe en fin de vidéo. Chris ajoutera que personnellement, ça n'allait plus non plus avec TJ Bell, qui lui avait confié n'apprécier aucun des membres de Motionless in White et rester dans le groupe uniquement par peur de devoir se retrouver un boulot normal. Ricky Aurore, qui jusque-là s'occupait de la basse, mais comme je vous ai dit, de base il était guitariste, va donc remplacer TJ Bell à la guitare rythmique. Et le groupe recrute sur MySpace un nouveau bassiste. Il s'agit d'un certain Devin Sola, qui va apporter au groupe sa grande créativité avec des looks toujours plus excentriques les uns que les autres, une présence scénique intense et d'excellents chœurs criés. Malheureusement, il cachait de sombres secrets que ceux qui pensaient à l'époque être ses amis, et étaient en tout cas ses collègues, découvriront plus tard avec effroi. Fin 2012, Motionless in White sort son second album, Infamous, qui marque un virage musical qu'on aurait peut-être pu prévoir avec la reprise de Dragula de Rob Zombie sur le premier album. Le groupe décide en effet de se frotter à des sonorités indus metal avec la participation de Tim Skold, un musicien et producteur suédois, ancien membre du groupe indus KMFDM et collaborateur de Marilyn Manson de 2003 à 2007. Cette décision de collaborer avec Tim Skold peut paraître quand même un peu surprenante quand on sait que Chris se plaignait régulièrement de la comparaison avec Marilyn Manson, une comparaison qui deviendra encore plus inévitable avec des morceaux comme The Divine Infection, Infamous ou 8 Fuck qui sonnent exactement comme du Manson période Golden Age of Grotesque. Quant à America, dont le clip est réalisé par Sean Crahan, le clown de Slipknot, on pourrait jurer avoir affaire à Manson, autant visuellement qu'auditivement. Et au niveau des thèmes abordés, on note également une évolution, les délires halloweenesques, parfois un petit peu enfantins, étant délaissés pour des paroles sexuelles parfois explicites comme sur 8 Fuck ou Synthetic Love. Et même si Infamous contient une bonne moitié de morceaux qui sont dans la veine directe de Creatures, le premier album, et que le compteur de explose littéralement en passant de 1 à 12, certains fans sont décontenancés par les nouvelles sonorités indus et sont carrément déçus. L'année suivante, en 2013, un secret bien gardé du batteur Angelo Parente, ami de Chris du lycée et membre fondateur du groupe, causera son départ. En effet, le jeune homme souffrait depuis des années d'anorexie, ne se nourrissant parfois plus que de chewing-gum pendant les tournées, s'affaiblissant physiquement au point de ne plus être à même de jouer de la batterie correctement. Il avait en fait une peur panique à l'idée de grossir et de ne plus cadrer à l'image du groupe, de ne plus bien porter leur look signature un peu émo sexy et qui clairement est plus flatteur sur des hommes minces. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, le groupe était constitué exclusivement d'hommes très minces, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais Angelo Parente est resté en bons termes avec les membres du groupe et se consacre aujourd'hui à une brillante carrière dans le tatouage. Son départ fait de Chris Motionless le dernier membre d'origine du groupe. Angelo Parente est remplacé à la batterie par Brandon Richter du groupe de métal industriel The Witch Was Right, qui quittera le groupe au bout d'un an seulement pour des raisons inconnues. Le groupe recrute en 2014 un jeune batteur de 20 ans, Vinnie Moreau, originaire lui aussi de Pennsylvanie, grâce à des connaissances communes avec le clavier Josh Bowles. Le jeune homme est plutôt discret, lui il est passionné de jeux vidéo comme World of Warcraft,
et globalement il est assez éloigné de l'univers sombre et sexy du groupe. Il doit d'ailleurs, comme le guitariste Ryan Sitoski quelques années plus tôt, subir le fameux relooking motionless, mais ça a pas l'air de trop le déranger, hein, ça l'amuse plutôt. Et il s'intègre très bien à Motionless in White, il devient même inséparable du guitariste Ricky Aurore, et il apporte au groupe pas mal de fraîcheur, grâce à son côté très détendu et à son humour un petit peu gras. Could you fit this around your balls? Motionless in White sort en 2014 son 3e album Reincarnate, porté par le single du même nom, qui sera son premier gros tube. L'ambition est alors de réconcilier les fans déçus par le second album Infamous, mais le pari est à moitié réussi. La réception commerciale est bonne, mais malgré des singles très efficaces comme Break the Circle ou bien une collaboration avec Danny Fields, le chanteur de Cradle of Filth sur Puppets 3, le groupe essuie les critiques de ceux qui les accusent de polisser leur son et de devenir trop mainstream. Les délires halloweenesques de Creatures sont cependant de retour dans le très fun Dead as Fuck, sur lequel Chris Motionless aborde le très délicat sujet de la nécrophilie, puisqu'il y parle d'avoir des relations sexuelles avec des filles zombies, donc mortes. Et ce morceau donne un petit peu de grain à moudre aux détracteurs qui maintenant feront référence au groupe ou à Chris Motionless comme le chanteur qui disait cadavre. Surtout qu'il écrira sur un autre album un peu plus tard, Dead as Fuck 2, donc décidément c'est un sujet qui lui tient à cœur un petit peu quand même. Bon, notons cependant que le nombre de bleh sur cet album dégringole carrément en passant de 12 à 4. Après la sortie de Reincarnate, qui tend un petit peu à les propulser dans la cour des grands, comme je vous ai dit, le groupe part en tournée avec des groupes majeurs comme Lacuna Coil ou Bring Me the Horizon, mais surtout avec un groupe avec lequel ils rêvent de tourner depuis toujours, Slipknot en 2015. Et en 2016, Motionless in White quitte leur label historique Fearless Records pour rejoindre la grosse écurie Roadrunner, entre autres connus pour avoir porté la vague néo-metal dans les années 2000, avec des groupes comme Slipknot, justement, Korn et Cold Chamber. En mai 2017, le groupe sort son 4e album, Graveyard Shift, porté par le single 570, le code postal de leur ville d'origine, Scranton, en Pennsylvanie. Le morceau sonne comme un hymne, un hommage à leurs origines, et le groupe a permis à des dizaines de fans de participer au clip, qui véhicule une énergie très contagieuse. Graveyard Shift propose de nouvelles incursions très monsoniennes et indus sur Rats par exemple, et beaucoup de morceaux très simples et efficaces destinés à séduire le plus grand nombre, comme Loud Fuck It, ou bien Soft, dont le gimmick You're mine motherfucker a percé sur TikTok. Le groupe accueille une nouvelle fois un invité de marque, après Danny Fields, en la personne de Jonathan Davis de Korn, le poids lourd du néo-metal, sur le morceau Necessary Evil. L'album se vend très bien, surtout grâce à Voices, un tube intemporel à la mélodie imparable, qui sera d'ailleurs certifié or. Mais aussi grâce à Eternally Yours, un morceau plus calme sur fond de romance noire comme le groupe sait bien les faire, qui contribuera à élargir encore leur audience. Le nombre de blah reste assez léger avec seulement 5.
Mais c'est toujours un de plus que son album précédent, c'est déjà ça de prix. À cette époque, le clavier Josh Bowles, qui était dans le groupe depuis 2006 et a grandement contribué à la signature musicale du groupe, annonce son départ. Il explique vouloir se libérer du temps afin de se consacrer à son cabinet de curiosité couplé à un salon de tatouage tenu par sa petite amie Ryan Ashley, qui venait alors de gagner le concours de l'émission Ink Master juste l'année précédente en 2016. Et Graveyard Shift sera le dernier album avec la présence de Devin Ghost Sola, qui avait rejoint le groupe en 2011 suite à l'éviction de TJ Bell, qui était parti rejoindre Escape the Fate. Ghost annonce son départ en mai 2018, invoquant des raisons de santé mentale. Mais la vérité semble un petit peu plus sombre lorsque certaines de ses activités en ligne sont mises en lumière quelques mois plus tard. Ghost aurait tenu une page Tumblr sur laquelle il mettait à l'écrit ses désirs les plus inquiétants. Des fantasmes autour de l'inceste, entre autres, mais surtout une obsession amoureuse et sexuelle envers plusieurs des membres du groupe dont il a fait partie pendant 7 ans quand même et qui étaient censés être ses collègues et amis, en particulier Chris Motionless et Ricky Horror, à propos desquels il aurait produit du contenu sexuel violent. Il serait même allé jusqu'à se filmer en train de se toucher devant des photos des 2 musiciens et de leurs petites amies. Ghost est dans la foulée accusé d'avoir au fil des années utilisé Instagram pour recruter en quelque sorte des jeunes parfois mineurs afin d'avoir des relations sexuelles avec eux. L'ensemble de ces informations est cependant à prendre au conditionnel puisqu'aucune plainte n'a été déposée et que tout reste un petit peu mystérieux. Quoi qu'il en soit, Devin Ghost Sola s'est aujourd'hui retiré du monde de la musique et fait profil bas. Les relations avec TJ Bell, qui était donc parti rejoindre Escape the Fate et s'était fait virer du groupe pour ça en 2011, semblent quant à elle s'être apaisées puisque c'est lui-même qui fera des remplacements en live de Devin Ghost Sola en attendant qu'un nouveau bassiste soit annoncé en 2019. Cette fois, le groupe ne donne pas sa chance à un jeune musicien inconnu comme il l'avait fait avec Vinnie Moreau à la batterie, mais se tourne vers un musicien à la carrière déjà bien installée. Justin Moreau, d'ailleurs vous remarquerez que c'est quasiment le même nom de famille que le batteur Vinnie Moreau, mais Vinnie est italien, donc je pense que pour lui ça se prononce pas Moreau, mais plutôt Mauro, quelque chose comme ça. Justin Moreau était jusque-là le guitariste de Ice Nine Kills, un groupe de metalcore horrifique qui a le vent en poupe et qui partage beaucoup de fans avec Motionless in White. Justin Moreau va s'avérer être un atout majeur du groupe, s'occupant des chœurs en plus de la basse, mais contrairement à son prédécesseur Ghost, il ne se contente pas des chœurs criés, il chante également des mélodies complexes et possède un très beau timbre proche de celui de Chris Motionless. Disguise, le 5e album du groupe, sort en juin 2019. Il marque leur véritable percée et leur propulsion au rang des groupes majeurs, se classant aujourd'hui parmi les 15 plus gros groupes de métal tous sous-genres confondus en termes d'écoute. Et ce, grâce au succès absolument énorme du morceau Another Life, le 2e morceau du groupe à être certifié or d'ailleurs, après Voices, et qui reste aujourd'hui le morceau le plus streamé de la formation. Avec cet album, le groupe continue à s'ouvrir à de nouvelles sonorités en expérimentant par exemple avec le néo-metal sur le titre Headache ou encore une fois avec l'indus metal sur Brand New Numb. Le nombre de quant à lui dégringole de nouveau à 4 seulement. L'épidémie de Covid-19 en 2020 contraint le groupe à annuler toutes ses dates, mais il ne baisse pas les bras et en profite pour enregistrer 2 lives en confinement, sans public donc, qu'ils appellent des Dead Streams et qui ravira les fans par leur qualité. Celui de 2022 est filmé devant le Penhurst Asylum de Spring City en Pennsylvanie. C'est un ancien hôpital psychiatrique fermé suite à des accusations de mauvais traitements sur les patients et converti depuis en haut lieu du tourisme paranormal. Ce choix est un clin d'œil au thème de l'album Disguise qui parle entre autres de certaines luttes intérieures de Chris Motionless. En juin 2022, Motionless in White, au plus fort de sa popularité, sort un nouvel album, Scoring the End of the World,
porté par le single CyberX. Ricky Horror, qui a abandonné son pseudo et se fait de nouveau appeler par son vrai nom de famille, Olson, revient à ses premières amours en réalisant le clip de CyberX. On y voit les membres de Motionless in White avec des looks très différents de ce à quoi ils étaient habitués, très couverts et dans des tenues futuristes, en mode post-apocalyptique, très en raccord avec le thème de l'album qui parle de la fin du monde engendrée par des dirigeants corrompus. L'album contient également une collaboration avec Brian Garris, le chanteur de Knocked Loose, le groupe le plus en vue de la scène hardcore moderne, et qui est connu pour sa voix un peu particulière, qui peut ressembler à des jappements de chiens. Le morceau s'appelle Slaughterhouse, il est excessivement efficace et énervé, et une partie 2 se trouve sur l'album de Knocked Loose, sorti en 2024. L'album Scoring the End of the World contient un grand nombre de morceaux très calmes, de type power ballad, ce qui évidemment va donner de l'eau au moulin des détracteurs qui vont continuer de dire qu'ils sont des vendus et qu'ils sont trop mainstream. Et le succès grand public est au rendez-vous grâce à une power ballad, justement, le morceau Masterpiece. Son refrain excessivement accrocheur lui permet de se classer premier du Billboard US un temps, surpassant même les succès de Voices et Another Life. Et le groupe continue de surprendre et d'innover avec le morceau Werewolf au relent synthwave 80 très dansant. Le nombre de quant à lui repart à la hausse, on en compte 6. En avril 2024, Motionless in White fait parler de lui en s'associant à un des univers les plus populaires aux États-Unis, celui du catch professionnel. Il joue en live durant l'ouverture de la WrestleMania XL de la WWE le morceau Demons in Your Dreams, composé pour la catcheuse star Rhea Ripley, qui représente d'ailleurs une amusante ressemblance physique avec Chris Motionless. Et depuis fin 2022, Motionless in White s'est attiré les foudres d'un artiste connu pour son amour des clashs violents. Il s'agit de Ronnie Radke, auquel j'ai déjà consacré une vidéo sur la chaîne que je vous invite à aller voir, elle est excellente. C'est le frontman, le chanteur de Falling in Reverse, et également l'ancien chanteur de Escape the Fate, le groupe dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo, parce que l'ancien guitariste de Motionless in White, TJ Bell, était parti effectuer des missions de basse pour eux. Le monde du metalcore est petit. Tout a commencé lorsque le groupe de metalcore Crown the Empire, il se trouve que les membres de ce groupe sont des amis de Ronnie Radke, a été évincé d'une tournée avec Motionless in White suite à des accusations de violence domestique à l'encontre du guitariste Brendan Hoover. Ronnie Radke décide de tenir Chris Motionless pour responsable de cette éviction et lui reproche surtout de ne pas s'être excusé lorsque les accusations se sont avérées fausses et que donc le groupe avait été évincé de la tournée pour rien. Mais Chris Motionless n'a jamais daigné répondre à Ronnie Radke et ça, il n'a pas l'habitude, ça a provoqué sa fureur. Depuis, il ne le lâche plus et à coups de posts sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur X, il l'attaque sur son physique. Il l'accuse de plagiat, surtout depuis le clip de Werewolf, parce que Ronnie, quelques mois avant, s'était lui-même transformé en loup-garou pour le clip de son single Popular Monster. Mais Ronnie va bien plus loin en 2024, lorsqu'il se met soudainement à accuser Chris Motionless d'être un prédateur sexuel amateur de mineurs. Il avance tenir de sources sûres que celui-ci aurait couché avec une jeune fille mineure de 14 ans seulement, en compagnie de TJ Bell en 2011. Chris Motionless n'a toujours pas répondu à Radke et celui-ci continue ses attaques, toujours plus virulentes. Chose amusante, les deux groupes, Motionless in White et Falling in Reverse, sont tous les deux à l'affiche du Hellfest 2025. Ils sont programmés le même jour, sur la même scène, à seulement quelques heures d'intervalle, en espérant que ceci ne donne pas lieu à un affrontement physique dans les vignes clissonnaises. Motionless in White est actuellement en pleine écriture de son 7e album studio, dont la sortie est prévue courant 2025. Et au moment où je vous parle, il s'apprête à entamer une tournée européenne qui a 3 dates en France, dont une à Paris à l'Olympia le 8 février, et je pense que vous aurez compris que je compte y être. J'ai fini ici de vous faire la biographie de mon groupe préféré, Motionless in White.
Écoutez, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait cette vidéo vraiment par pur kiff personnel. J'ai peur qu'elle intéresse pas grand monde, même si moi, je trouve leur histoire absolument passionnante. Dites-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si vous connaissez le groupe. Est-ce que vous connaissez Motionless? Si oui, est-ce que vous appréciez? Et puis surtout, si vous connaissez pas, est-ce que vous avez trouvé quand même leur histoire intéressante? Ou alors c'est moi qui ai un regard totalement biaisé parce que je suis fan? Je sais pas. Je vous donne une petite anecdote, un petit élément de contexte. Je n'ai découvert ce groupe que l'été dernier. J'en entendais parler depuis très longtemps, mais moi, comme je ne m'intéressais pas au metalcore, j'avais pas donné sa chance. Et comme l'été dernier, j'ai découvert Falling in Reverse, j'ai commencé à suivre un petit peu les péripéties de Ronnie Radke, tous ces clashs sur Internet, etc. Et il s'en prenait très régulièrement à Motionless in White et à Chris Motionless, et c'est comme ça que j'ai fini par les écouter. Donc le pauvre Ronnie Radke, en essayant de discréditer des choses, au final, il attire notre attention dessus, et il s'est fait remplacer, parce que maintenant, je préfère même Motionless in White à Falling in Reverse. Moi, j'aime les deux quand même. Donc autant vous dire que le dimanche au Hellfest, là, je vais être bien. Avec les deux groupes, plus Lorna Shore, nickel. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à lâcher le petit pouce si elle vous a plu. Et moi, je crois pas avoir grand chose d'autre à vous raconter. Je vous dis à dans 2 semaines du coup. Ciao.